qui me rend le plus fier d'être français, c'est que c'est un pays qui est à l'avant-garde de la démocratie. En 2021, avec Julie Martinez, vous décidez de créer France Positive, qui est un laboratoire d'idées. D'abord, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qu'une société positive ? Une société positive, c'est une société qui travaille dans l'intérêt des générations futures. Et France Positive, c'est un mouvement, c'est plus qu'un laboratoire d'idées, c'est un mouvement. Nous voudrions être plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers même, de gens qui s'intéressent non pas à la politique sous forme de combat de personnes, mais à la politique sous forme de débat d'idées. Et depuis très longtemps, même depuis le début de ma propre vie professionnelle, j'ai toujours fait passer les idées avant les personnes. Nous l'avons fait, évidemment, chacun le sait, au moment de François Mitterrand, mais ensuite, quand Nicolas Sarkozy m'a demandé de présider une commission bipartisane, et ensuite, dans un groupe qui était déjà France Positive, en 2017, nous avions préparé un livre-programme, Comment faire réussir la France, et nous l'avons refait maintenant avec Julie Martinez comme directrice générale qui a remplacé Angélique Delors. Alors nous organisons des colloques, on publie des livres. Nous allons avoir préparé un programme pour les prochaines élections présidentielles. Et nous essayons d'organiser des colloques un peu partout à travers la France sur tous les thèmes possibles. Nous avons fait sur l'écologie, sur la fiscalité, sur l'Europe. Nous allons en faire un bientôt sur la mer, un autre sur le travail. Nous en avons un bientôt dans la banlieue parisienne à Sarcelles sur le logement. Et nous allons couvrir tous les thèmes sur lesquels les partis politiques ne travaillent pas. Oui, ou pas assez. Alors le 2 octobre, il y a une série d'essais d'ailleurs qui vont être diffusés sur ces grandes problématiques. Alors on a aussi, donc je l'ai dit tout à l'heure, un site internet sur lequel on a beaucoup de notes thématiques sur lesquelles nous avançons des idées sur différents sujets et nous publions des livres courts sur des thèmes qui nous paraissent importants. Les deux premiers paraissent là, maintenant, cette semaine. L'un de Julie Martinez sur comment lutter contre les fake news, et l'autre, Aude de Keridel, qui a fait un travail magnifique et bouleversant sur comment améliorer le sort des enfants abandonnés, et qui se trouvent aujourd'hui extraordinairement maltraités, ballottés par la vie. Alors vous avez publié aussi un livre qui s'appelle « Faire réussir la France ». Pourquoi les Français sont-ils autant pessimistes ? Les Français sont pessimistes pour une raison qui est très positive. C'est qu'ils ont inconsciemment le sentiment que la France est un pays très riche. C'est pourquoi les Afghans sont plus optimistes que les Français, parce que la situation est un enfer en Afghanistan. Donc ça ne peut aller que mieux. Donc l'optimisme est la traduction de l'espérance que ça aille mieux. C'est pas la traduction du fait que ça va bien. Nous pensons, et je pense qu'il ne faut pas le regarder en termes d'optimisme ou pessimisme. Quand on est optimiste ou pessimiste, c'est en fait qu'on est spectateur. Si vous regardez un match de foot, vous pouvez être optimiste ou pessimiste pour l'équipe que vous soutenez. Mais si vous êtes sur le terrain en train de jouer, ça sert à rien d'être optimiste ou pessimiste. Il faut gagner le match. Or, nous ne sommes pas des spectateurs. Et déjà, le fait de se poser la question de savoir si on est optimiste ou pessimiste est une attitude de spectateur. Et donc, on a perdu la partie. Vous dites 10 villes auront plus de 50 millions d'habitants, peut-être à un moment donné, si on ne fait rien justement pour réguler. Est-ce que c'est un livre alarmiste ou c'est un livre finalement de méthode pour retourner la situation ? C'est tout ça à la fois. D'abord, c'est une histoire. J'ai raconté l'histoire fascinante des villes depuis 10 000 ans. Parce que si on veut comprendre l'avenir, il faut bien connaître le passé. Depuis 10 000 ans, il y a eu des villes qui ont apparu, qui ont disparu. Il y avait des immeubles de 10-12 étages à Rome au temps de l'empereur Auguste. Beaucoup de choses qui sont absolument passionnantes. Et puis, en effet, si on continue comme ça, en 2100, il y aura 10 villes de 50 millions d'habitants, dont Kaboul. Vous imaginez ce que ça signifie. Il y aura 500 millions d'habitants entre Lagos et Abidjan, ce qui est aussi une mutation. Nous avons tout l'intérêt à y réfléchir pour créer les conditions de ce que les villes ne se développent pas trop, qu'elles se développent bien, qu'elles soient faciles à vivre, tant pour les animaux que pour les humains, que pour l'ensemble de ceux qui sont concernés. Comment, justement, faire en sorte que tout ça s'équilibre ? Alors d'abord, si on regarde à l'échelle de la planète, nous sommes encore dans une grande période d'exode rural, car il y a des villes qui se sont développées, qui n'existaient pas il y a un siècle et qui ont été multipliées par 250. Il y a des villes de 10 millions d'habitants aujourd'hui qui n'existaient pratiquement pas il y a un siècle. Donc l'exode rural continue massivement. Mais, j'ai continué sur cet exemple de Tokyo, beaucoup de choses sont faites pour pousser les gens à aller vivre ailleurs, pour recréer les conditions d'une vie. Tout le monde rêve de vivre à la campagne comme à la ville.
Et c'est ça le grand défi de demain. Alors là, on sort des Jeux Olympiques, une réussite formidable. Qu'est-ce que vous allez retenir des Jeux Olympiques ? Que la France, quand elle veut, elle peut. Alors on peut grogner contre telle ou telle dimension, mais ça a été une formidable réussite. On avait eu le même problème il y a très longtemps quand il s'agissait de faire le 200e anniversaire de la Révolution française, où on avait dit que c'était impossible, on l'a fait, avec un événement pratiquement de la même ampleur que la cérémonie magnifique de l'inauguration des JO. Et le nombre de touristes en France avait beaucoup augmenté et s'était maintenu à un niveau beaucoup plus élevé. Aujourd'hui, c'est la même chose. Je pense qu'on aura beaucoup plus de touristes en France. Et pas seulement de touristes, c'est l'image de la France. Quand quelqu'un achète un produit français à l'étranger, il achète la France. Et le fait d'avoir vu une belle France dans les Jeux Olympiques va faire que les exportations françaises de tout domaine vont certainement augmenter. Est-ce que ça peut réussir aussi, permettre de réinventer son modèle d'excellence, peut-être sur une société un peu plus inclusive, un peu plus durable ? Rien ne dure sans excellence. Et même une société durable ne dure pas si elle n'est pas fondée sur l'excellence. C'est-à-dire le meilleur en permanence, être à l'affût des meilleures choses. Donc l'excellence, qui ne signifie pas la hiérarchisation des gens. J'ai la conviction profonde que chacun peut être excellent dans quelque chose. Et que le rôle d'une société, c'est d'aider chacun d'entre nous à trouver en quoi on peut être excellent. Un nouveau gouvernement vient d'être nommé. Pour vous, les grandes trajectoires sur 3 grands thèmes, pour vous, indispensables, où effectivement il faut financer ? Je dirais bien sûr la priorité à l'économie de la vie, et dans l'économie de la vie, la priorité à l'éducation, à la santé et à l'environnement, qui sont les 3 thèmes qui me paraissent majeurs. Comment on peut faire rayonner la France à l'international dans un contexte de crise multiple ? La France rayonne par ses intellectuels, par son cinéma, par sa musique, par ses produits. Par ses savoir-faire ? Par ses savoir-faire, par son artisanat. C'est pas étonnant que 2 des plus grandes figures du monde sont françaises, l'un dans un secteur de grande pointe qui est l'aéronautique et l'autre dans un secteur d'artisanat. Donc les 2 domaines, l'artisanat comme qui a permis de faire une entreprise mondiale et beaucoup d'autres, et secteur de pointe, l'aéronautique, sont la preuve que la France peut être excellente dans des domaines apparemment opposés. Jacques Attali, vous, en tant que citoyen, qu'est-ce qui vous rend le plus fier d'être en France aujourd'hui ? Ce qui me rend le plus fier d'être français, c'est que c'est un pays qui est à l'avant-garde de la démocratie. Trop de gens ne savent pas, en France, combien nous sommes des privilégiés de vivre dans ce pays, où il y a, malgré toutes les injustices, bien qu'il y ait 10 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim tous les jours, et qui me révoltent, mais nous avons une protection sociale unique au monde, nous avons une démocratie qui fonctionne tant bien que mal, mais beaucoup mieux que dans la plupart des pays du monde. Et c'est cette utopie française qui reste à parfaire qui me rend fier. Est-ce qu'on a perdu cette culture de l'effort, cette transmission familiale finalement de l'éducation ? Et quand je dis l'éducation, je prends large. Oui, c'est pour ça que j'avais écrit un livre sur l'histoire et l'avenir de l'éducation où je disais qu'il ne faut pas parler d'éducation mais de transmission. Car la transmission ne se fait pas que par l'école. Elle fera d'ailleurs de moins en moins par l'école parce que l'école va être balayée par les nouvelles formes de transmission qui sont les réseaux sociaux. Et c'est pas son travail peut-être ? Si, peut-être, d'éduquer un peu ? Oui, c'est son travail. Mais je dis qu'elle va être balayée par le fait que l'école va devenir une partie relativement faible de tous les autres moyens de transmission qui devraient rester la famille, l'entreprise, la culture en général, les amis, les associations. Et l'école est très importante, mais elle n'est qu'une des dimensions. Donc la transmission, et en particulier la transmission de l'histoire. C'est pourquoi quand j'écris un livre sur l'avenir, je commence toujours par raconter en détail le passé, car on a besoin de connaître les racines. Et on n'est rien sans racines, même si les racines sont nécessairement multiples. Alors, comment recréer justement ces mécanismes de transmission autres que la famille ? Est-ce que la formation, alors on parle beaucoup de formation, mais est-ce que la formation continue ? C'est l'essentiel. La formation doit être permanente. On le dit, on le répète, mais ce n'est pas assez le cas. La moitié des métiers exercés aujourd'hui ne seront plus du tout exercés de la même façon ou même auront disparu dans 5 ans. Donc l'école elle-même ne suffit pas puisque ce qu'on y enseigne sera dépassé dans 5 ans. Donc la formation doit être permanente et chacun doit apprendre. On devrait d'ailleurs davantage apprendre à l'école à apprendre. Pourquoi je considère que la qualité la plus importante, c'est pas du tout le QI qui me paraît un concept complètement idiot. On n'a pas de QI, ça sert à rien, ça mesure rien du tout. Mais c'est ce qu'on appelle en français l'agnac. C'est la qualité la plus importante, c'est celle qui
pousse à avoir envie de se dépasser soi-même, de faire mieux, de se défendre. Alors, on peut avoir l'agnac par ambition, on peut avoir l'agnac par peur d'échouer, on peut avoir l'agnac par esprit de compétition, pour mille et une raisons, mais l'agnac, c'est la seule qualité qui compte.